Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat. Chères étudiantes, chers étudiants, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, cher Monsieur Decotte, chers collègues du Palais de justice et de l'Université, en résumé, chers amis. Si je me suis, Monsieur le Premier Président, permis de m'adresser d'abord à mes étudiants, chères étudiantes, chers étudiants, avant de vous nommer, c'est à la manière d'un de vos éminents collègues de la Cour suprême des États-Unis, le juge Louis Brandeis. Il a dit qu'en démocratie, il n'y avait qu'un titre supérieur à celui de président. Le titre de citoyen. Le titre de citoyen. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce sont nos étudiants de demain et qui, chacun, chacune, à la place qu'ils occuperont, feront ou ne feront pas que le pouvoir judiciaire sera encore un pouvoir à part entière. Il y aurait donc ce soir un titre plus élevé dans la hiérarchie judiciaire, plus élevé que celui de premier président de la Cour de cassation, celui d'étudiant en droit. Et c'est évidemment à nous tous, mais surtout et d'abord aux étudiants que vous avez accepté de parler aujourd'hui de ce thème qui vous tient à cœur. La défense du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la défense de l'état de droit, versus, et je vous cite dans le dernier JT, versus un royaume sans réelle justice qui ne serait qu'une entreprise de brigandage. Une entreprise de brigandage. Je souligne en tous les cas, la présentation sera brève, je souligne en tous les cas que vous connaissez, cher Monsieur Decotte, fort bien votre sujet et de l'intérieur, puisque vous avez été notamment, avant de rejoindre la Cour de cassation en 1997, je crois, et de la présider depuis 2 bonnes années, vous avez été notamment avocat stagiaire judiciaire à Tournai, substitut du procureur du roi à Bruxelles et substitut du procureur général à Bruxelles. Et si vous êtes licencié en droit de l'UCL, j'ai aussi relevé dans l'impressionnant curriculum vitae que vous m'avez transmis à ma demande que vous êtes aussi licencié en criminologie de la VUB. Je vous accueille donc ce soir chaleureusement à l'ULB, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, et je vous remercie déjà de tout ce que vous nous direz avec passion, je le sais, durant votre intervention et durant le débat. Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-doyen. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, un ancien avocat général devrait pouvoir vaincre l'absence de micro. Je vais donc prendre ma voix d'avocat général pour vous parler ce soir de cette question. Y a-t-il encore un pouvoir judiciaire en Belgique? Et si vous le voulez bien, vous ne direz pas non, j'ouvrirai le feu par une anecdote. Dernièrement, dans une réunion mondaine, j'ai rencontré un monsieur qui ne me connaissait pas. Il m'a déclaré sans ambages qu'il détestait les juges. Un peu platement, je lui ai répondu que je ne connaissais pas de sentiment plus communément partagé.
après quoi j'ai préféré tourner les talons, heureux que mon interlocuteur ne connaisse pas mon métier, mais me sentant aussi incapable de poursuivre avec lui une conversation qui avait aussi mal commencé. Il détestait les juges. Pour parler de la justice d'aujourd'hui et de celle de demain, j'ai envie de partir d'un constat. Il me semble que cette justice, on ne l'aime pas trop. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il est amusant de voir comment la littérature s'est emparée du sujet, depuis longtemps déjà. Rabelais, François Rabelais, fait dire à l'un de ses héros « Ici, n'entrez pas, juges anciens, qui jetez au charnier les bons paroissiens ainsi que des chiens. Votre salaire est au gibet, allez y braire. » C'est assez fort tout de même. Le gentil Clément Marot, un charmant poète du XVIIe siècle, y va lui-même de son commentaire. Les juges ont tant de glu dedans les mains, ces faiseurs de pipées, que toute chose où ils touchent est grippée. Jean de La Fontaine ironise. Du magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. Voltaire traite les juges de cuistres fanatiques, misérables convulsionnaires, singes changés en tigres. Plus près de nous, Silvio Berlusconi déclare « Les juges sont par définition des communistes et il faut être fou pour exercer cette profession. » Cette image négative, d'où vient-elle? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je crois que ce n'est pas si difficile à comprendre. La population, avec raison, manifeste à l'égard de la justice une attente exigeante. Les gens tiennent cette institution, la justice, pour responsable de beaucoup de choses, à commencer par la sécurité juridique, la sécurité tout court, mais aussi l'équité des décisions et encore la sûreté des relations, des rapports juridiques, et puis même les équilibres économiques et sociaux. On attend beaucoup de la justice. L'accès à la justice est ressenti, est identifié plus que jamais comme un droit de l'homme, un droit qui ne peut pas être bridé, qui ne peut pas être entravé, sous peine de trahir, de méconnaître l'idée que chacun se fait de l'état de droit. L'attente est forte. Elle est à ce point exacerbée parfois, eh bien, que l'appareil judiciaire, forcément, déçoit. La déception et parfois le ressentiment sont d'autant plus vifs que le juge tranche. Et trancher, ça peut faire mal. Rares sont les procès qui ne se terminent pas par un gagnant et un perdant, un peu comme dans un duel. Celui qui perd ne va pas bénir son juge, et celui qui gagne, pas nécessairement non plus, parce qu'il trouvera qu'il n'a pas gagné assez ou que ça a pris trop de temps pour gagner. Et puis, pour expliquer cette déception ou ce ressentiment face à la justice, il y a peut-être aussi l'appareil lui-même qui, il faut bien le dire, a ses lourdeurs, ses délais, son coût élevé, son jargon pas toujours compréhensible, ses palais dits de justice, souvent labyrinthiques et mal entretenus. La déception est donc là,
Cette justice n'est pas à la hauteur tout à fait de ce qu'on croyait pouvoir en attendre. La déception est là et elle alimente un soupçon. Elle alimente un soupçon qui engendre lui-même un mouvement quasi permanent de réforme des règles qui gouvernent l'activité des cours et tribunaux. Je me demande parfois s'il existe une institution plus souvent réformée que la justice. Je me demande parfois s'il existe quelque chose de plus constant que la crise de confiance qui est invoquée pour revenir et revenir et revenir sans cesse au chevet de cette belle institution dont je vous parle. Cette méfiance doit être relativisée tout de même. D'après les chiffres communiqués par le ministre de la Justice, 61% des citoyens font, ou se déclarent en tout cas, confiants dans la justice. 61% contre 67% il y a 10 ans. En réalité, cette statistique ne veut pas dire grand-chose. Il est plus intéressant de comparer le taux de confiance des citoyens dans la justice avec celle qu'ils éprouvent dans le même temps envers la classe politique, envers le barreau, envers le monde médical, envers le monde sportif. Et l'on s'aperçoit alors que la justice ne s'en sort pas si mal au point de vue confiance. Elle réalise par exemple un meilleur score que le Parlement, que la presse ou que les institutions religieuses. Elle réalise un moins bon score que l'enseignement et la police, lesquels se trouvent respectivement placés à la première et à la deuxième place de l'échelle de confiance des citoyens. Certains disent que les juges prennent un peu trop de place dans la régulation de nos sociétés. Il y aurait une montée en puissance du juge qui conduirait à un recul de la démocratie. Qui sont finalement ces juges que personne n'a élus et qui se permettent de rendre des arrêts dont la portée normative dépasse parfois celle de nos lois? Sans doute le champ d'intervention des juges, de même que leur liberté d'appréciation, ont-ils tendance à s'élargir depuis une trentaine d'années. Mais j'ai envie de dire, à qui la faute? La prolifération des normes européennes redessine en profondeur les ordres juridiques des États membres, notamment de l'Union européenne. La justice se voit soumettre des questions auxquelles le législateur n'a pas voulu répondre ou qu'il n'a pas pu résoudre. De nouvelles règles apparaissent dont le contour est parfois imprécis. Songez au principe de précaution, songez au délit de harcèlement. Des textes contradictoires coexistent. Dans les interstices d'un droit qui devient mou, gazeux, sablonneux, je vous laisse le choix de l'épithète, dans les interstices de ce droit se glisse un juge herculéen, un juge dont la puissance grandit en proportion des arbitrages qu'on lui confie. Quoi de plus logique? La nature n'a-t-elle pas horreur du vide? Les juges n'ont pas, je crois, revendiqué une extension de leur pouvoir. Ils se sont simplement trouvés dans l'obligation de trancher les litiges, dans le silence, dans la multiplication, dans la confusion parfois des normes applicables. Et c'est dans ce contexte esquissé à grands traits
qu'il convient de réfléchir à la question de savoir s'il y a encore un pouvoir judiciaire en Belgique. Je suis reconnaissant, monsieur le vice-doyen, cher Patrick, je suis reconnaissant à ceux qui m'ont posé cette question de l'avoir libellée de cette manière. Parce que se demander s'il y a encore un pouvoir judiciaire en Belgique, c'est, de manière implicite mais certaine, reconnaître déjà que la justice est un pouvoir, ou a été un pouvoir. Voyons un petit peu ce que cela veut dire. La justice est un pouvoir constitué. On dit qu'il y a un pouvoir législatif ou un pouvoir exécutif s'il y a une autorité qui est chargée à titre principal d'une fonction dans laquelle elle est spécialisée et qu'elle exerce de manière centralisée et indépendante. Par exemple, il existe en Belgique, de toute évidence, un pouvoir législatif parce que nous avons un Parlement qui peut accomplir tous les actes de la fonction législative. Pouvons-nous dire cela de la justice, alors qu'elle se compose d'une multitude de juridictions produisant chacune dans son coin des décisions qui n'engagent pas l'ensemble de l'appareil? Si la justice est un pouvoir, c'est parce que le constituant a prévu de mettre à sa tête une institution, la Cour de cassation, dont la tâche est de ramener sans cesse à l'unité les multiples décisions rendues par les cours et tribunaux. Il y a un pouvoir judiciaire parce qu'il y a une Cour suprême qui en est la colonne vertébrale et qui fait cette Cour suprême qui fait autre chose que d'appliquer mécaniquement un droit préexistant. Elle fait autre chose qu'appliquer mécaniquement un droit préexistant. Afin de contrôler la légalité des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de fond, la Cour suprême de l'ordre judiciaire interprète. Elle interprète les dispositions normatives sur le fondement desquelles les décisions judiciaires sont prises. Et on s'accorde pour dire que ce pouvoir d'interprétation, qui est d'autant plus étendu que la norme à interpréter est lacunaire, confuse, incomplète, obscure, on s'accorde à dire que ce pouvoir d'interprétation donne au juge de cassation un pouvoir quasi normatif. La loi n'est en effet, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cela, et j'ai lu la carte blanche du professeur Uytendal sur le site du Centre de droit public de l'ULB, disant que ce que je vais dire maintenant est une atteinte à la démocratie. Je sais que cette position existe, mais laissez-moi vous livrer cette opinion. Je crois qu'on peut comparer la loi à une partition qui n'est qu'une succession de notes, de même qu'une loi n'est qu'une succession de mots couchés sur le papier, la partition qui ne devient musique que par le talent de l'interprète, la loi qui ne devient un droit vivant que par la médiation des hommes et des femmes qui ont pour métier de l'interpréter. Est-ce que c'est tellement antidémocratique de dire cela?
L'interprétation que le juge donne de la loi n'est pas une interprétation arbitraire, bien sûr. Elle est toujours encadrée par le législateur. Et si le législateur estime que le musicien s'écarte trop de la partition, c'est tout de même le législateur, bien sûr, qui a le dernier mot et qui changera la partition s'il trouve que l'air qu'on siffle sur base des notes n'est pas l'air qu'il fallait siffler. Mais avouez tout de même que ce n'est pas faux. En matière de responsabilité civile, nous savons tous très bien ici que le critère de la causalité sine qua non, ce qu'on appelle la causalité mécanique, doit être préféré à la théorie de la causalité adéquate. Ceci est une règle générale. C'est une règle produite par la jurisprudence, pas par le législateur. Et cette règle, la causalité sine qua non, cette règle qui n'est pas un décret du Parlement, eh bien, elle détermine de manière uniforme et prévisible l'issue de plusieurs milliers de litiges portés chaque année devant nos juges. Alors, non, on ne peut pas nier, je crois, qu'il existe un pouvoir judiciaire qui se trouve notamment, pas seulement, mais notamment, entre les mains de l'interprète suprême qu'est la Cour de cassation. Dans la France de l'Ancien Régime, il n'y avait aucune hiérarchie entre les différentes cours de parlement qui couvraient l'ensemble du territoire du royaume. Chacune de ces cours de parlement pouvait produire des règles générales dans son ressort, sans se soucier de ce que faisaient les autres. Il n'y avait donc pas, avant 1793, il n'y avait pas de pouvoir judiciaire au sens moderne et centralisé du terme. Et puis, il y a eu quoi? Il y a eu le tribunal de cassation, voulu par un avocat, Maximilien de Robespierre, du barreau d'Arras, membre de la Convention. Ce n'est pas le moindre paradoxe de la Révolution française que d'avoir, pour museler la justice, créé l'institution qui allait lui permettre de fonctionner comme un pouvoir. Mais si la justice est un pouvoir, ce que notre Constitution affirme d'ailleurs textuellement, quelle est sa légitimité? Ce pouvoir est-il légitime alors qu'il n'est pas élu? Combien de temps nous faudra-t-il encore, demande le professeur Dominique Rousseau, que j'ai appris à connaître lors d'une séance organisée par Madame Cadelli. Combien de temps nous faudra-t-il, disait ce savant professeur, avant de nous débarrasser de l'idée que l'origine d'un pouvoir suffit pour le qualifier? Selon le professeur que je cite, il n'y a pas d'équivalence entre légitimité électorale et légitimité démocratique. Le suffrage universel, dit-il, n'est pas le marqueur, le critère qui suffit à lui seul pour labelliser une institution ou une décision démocratique. Ce qui fait la légitimité d'un pouvoir, explique-t-il, ce n'est pas son origine, c'est la manière dont il est exercé. Nous sommes passés d'une légitimité de droit divin, où une institution était légitime parce qu'elle venait de Dieu, à une légitimité électorale, où une institution est légitime parce qu'elle vient du suffrage universel. Aujourd'hui, nous passons, c'est un peu difficile parce que nos têtes ne sont peut-être pas préparées à cela,
nous passons à une troisième forme de légitimité qui repose non pas sur l'origine du pouvoir, mais sur la manière dont il est exercé. Ce qui me permet de rebondir alors sur les conditions d'exercice du pouvoir judiciaire qui fondent sa légitimité. Il y en aurait trois. L'autonomie de la sphère judiciaire, le management et l'éthique qui préside à la production du jugement. L'autonomie de la sphère judiciaire, ce qu'on appelle l'indépendance des juges, cela n'est pas un principe corporatif. Il ne s'agit pas de protéger les juges. De même que le principe d'indépendance des professeurs d'université n'est pas fait, je suppose, pour protéger les professeurs, mais pour garantir aux étudiants la transmission d'un savoir qui est élaboré à l'abri de toute pression, qu'elle soit politique, économique, religieuse, sociale ou autre. Eh bien, de même, l'indépendance de la magistrature est la garantie pour les justiciables qu'ils vont être jugés par des personnes à l'abri de toute influence plus ou moins occulte, susceptible de polluer la recherche de la solution juste à donner au litige. L'autonomie du juge, son indépendance dans l'élaboration de la décision. Le second élément est le management. C'est un mot que je n'aime pas. Je l'emploie seulement pour recadrer la réalité qu'il désigne. Je prétends que les principes valables dans la sphère économique et financière, je prétends que ces principes n'ont pas à régenter la sphère de production du jugement judiciaire. Que dans le monde marchand, le principe de fonctionnement soit le profit, c'est normal. Mais que dans le monde judiciaire, le mode de production des jugements soit la rentabilité, la gestion des flux, à mon sens, non. La justice n'a pas à être orientée client, comme on dit vilainement aujourd'hui. Les décisions des juges ne sont pas des produits. Les justiciables ne sont d'ailleurs pas des clients. La fonction de la justice est de nature régalienne. Qu'est-ce qu'on demande à la magistrature? C'est inouï ce qu'on demande aux magistrats. On charge la magistrature de ramener la paix entre les citoyens. On demande aux magistrats de tracer à chacun la limite de ses droits et de ses devoirs. On demande aux magistrats de braver au besoin la puissance et de soutenir courageusement la faiblesse. On demande aux magistrats de réprimer l'injustice en quelque lieu qu'elle se place et de quelque manteau qu'elle se couvre. La hauteur de cette mission ne s'accommode pas des exigences triviales de l'économisme triomphant. Il faut du temps pour rendre le jugement. Il faut de la proximité, il faut de l'écoute, il faut de la réflexion. La justice n'a pas à être soumise aux impératifs de l'entreprise privée. La troisième condition d'exercice de la justice qui la fait recevoir comme un pouvoir légitime, c'est l'éthique qui préside à l'acte de juger. Oui, un pouvoir est reconnu aux juges, mais ce pouvoir leur impose un certain nombre de règles. La collégialité,
le contradictoire, l'impartialité, l'indépendance, la publicité, la motivation. Ah, la motivation. Le juge rend compte des motifs qui l'ont amené à statuer comme il l'a fait. Cette règle qui encadre l'acte de juger est chez nous tellement importante qu'elle est inscrite dans la Constitution. Vous avez la liberté d'aller et venir, vous avez la liberté politique, vous avez l'obligation du juge de motiver ses décisions. La rationalité d'une décision judiciaire repose sur la capacité qu'elle a d'envisager qu'elle aurait pu être différente. Sinon, elle n'est pas rationnelle, elle est folle ou elle est arbitraire. Une décision rationnelle, c'est une décision qui intègre la possibilité qu'elle aurait pu être autre. Et donc, il faut montrer à la société qu'à côté de l'option qui a été retenue, il y avait éventuellement une argumentation alternative qui a été dite, qui a été exprimée, qui a été écoutée, mais qui n'a pas emporté la conviction des magistrats. Et ainsi, le public, la société, les gens comprennent qu'il y a eu un débat, que la décision n'est pas descendue du ciel, mais qu'elle a été pesée, discutée. La justice est donc un pouvoir constitué dont la légitimité est tributaire des conditions, du respect des conditions mises à son exercice. Voyons maintenant ce qui est en train de se passer. De multiples défis se posent aujourd'hui à la justice. S'il fallait les aborder tous, on serait encore ici à minuit. Je ne vais donc en épingler que deux. Le premier, il nous faut survivre. Le deuxième, il nous faut gérer le réformisme gouvernemental en matière de management, et cela sans perdre notre âme. Je m'explique. Il nous faut survivre. C'est un combat de tous les jours. Je ne voudrais pas ennuyer ce patient auditoire avec des chiffres, mais rappeler simplement quelques réalités. La Belgique est décidément un pays surréaliste. La Belgique est un pays dont le ministre de la Justice a déclaré publiquement, il y a quelques jours, ici, à Bruxelles, au palais de justice de Bruxelles, il a déclaré, mais vous savez, la justice n'est pas la priorité du gouvernement. C'est inouï. Pourtant, la Belgique est un pays où le nombre d'affaires à juger dépasse la moyenne européenne, alors que dans le même temps, le personnel judiciaire prévu au cadre est inférieur à ce qui se fait dans les autres pays membres de l'Union européenne. Or, ce cadre, vous le savez déjà, on l'a déjà dit maintes fois, ce cadre théorique, qui est déjà insuffisant en soi, n'est depuis longtemps déjà plus rempli à 100%. Ça fait des années qu'il n'est plus rempli à 100% parce que l'administration, pour des raisons d'économie, retarde la publication des places vacantes, ou bien parce que l'inspection des finances interdit la publication des places vacantes au motif que la marge budgétaire disponible est insuffisante. Mais comment calcule-t-on cette marge disponible? Ce sont des calculs dont l'opacité est de nature à donner la migraine aux plus matheux d'entre vous. Et puis il y a un autre phénomène qu'il faut signaler. La charge de magistrat est devenue peut-être ingrate, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nous ne faisons plus recette. L'administration est obligée de republier de nombreuses places vacantes qui apparemment n'intéressent guère les candidats. Il y a des justices de paix qui sont vacantes et il n'y a pas de candidats.
Lorsque j'étais jeune magistrat et que la magistrature était politisée, on aurait bien échangé une bretelle d'autoroute contre une place de juge de paix. Et maintenant, vous avez des justices de paix qui sont vacantes, que personne ne postule. En France, la part de la justice judiciaire dans le budget de l'État est de 2,68%. 2,68% du budget de la République française, c'est pour l'ordre judiciaire. Les Français sont furieux. Ils trouvent que c'est beaucoup trop peu. Selon eux, ce chiffre est très inférieur à celui qui est enregistré dans les principaux pays européens. Il faut croire que la Belgique n'est pas un principal pays européen, parce que chez nous, nous sommes loin du compte. Nous sommes très en dessous de 2,68%. Pour 2016, le budget fédéral de la Belgique, sans les communautés, sans les régions, pour 2016, le budget fédéral s'élève à 106 249 millions d'euros. Sur cette somme, 865 millions sont alloués à l'ordre judiciaire, ce qui fait 0,8%. On est donc loin des 2,68% dont se plaignent les collègues d'Outre-Quiévrain. Un jour, j'ai rencontré un conseiller d'État qui m'a dit « Pourquoi seriez-vous les seuls à ne pas subir les restrictions budgétaires imposées à l'État, imposées par l'État? Les économies frappent la sécurité sociale, elles frappent l'enseignement, elles frappent les fonctionnaires, elles frappent l'armée. Alors pourquoi pas la justice ?» Je prétends qu'il est aberrant de faire des économies sur la justice parce que la justice est l'État. Et que l'État, sauf à perdre sa légitimité, sa substance, l'État ne peut pas marchander les fonctions régaliennes qui constituent sa raison d'être. Voyez-vous, un État où il n'y a pas de sécurité sociale ne cesse pas d'être légitime. Je ne dis pas que la sécurité sociale n'est pas aussi précieuse que la prunelle de nos yeux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis qu'il y a des États qui ont existé et qui ne connaissaient pas la sécurité sociale. Elle est d'une invention récente. C'est Bismarck qui a inventé la sécurité sociale. Nous savons qu'il y avait des États au sens moderne du terme bien avant Bismarck. Même chose pour l'enseignement. Un État peut abandonner au privé la charge de l'enseignement. Cela a existé. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'État. Par contre, l'histoire m'apprend que la suppression ou la privatisation complète de la justice débouche sur quelque chose qui n'est plus l'État, comme nous le comprenons, quelque chose de différent. La féodalité, les baronnies, la vendetta, le talion, l'état de nature, la loi de la jungle, le désordre, l'insécurité, la dislocation du corps social. Je ne voudrais pas donner ici l'image de quelqu'un qui se plaint continuellement de ne pas disposer de moyens suffisants pour accomplir son travail. Ce que nous demandons aux politiques, c'est de se respecter lui-même en respectant la justice et de ne pas créer de nouveaux droits ou de nouvelles obligations sans prévoir en même temps les ressources humaines et matérielles qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ce qui a été décidé. Il n'y a rien de pire, pensons-nous, pour la démocratie que de multiplier des règlements et des prescriptions inappliquées. On finit par habituer la population à l'idée que les lois ne sont que des mots couchés sur du papier, des règles que l'on peut transgresser impunément. Notre premier défi est donc de survivre. Et notre second est lié au premier. C'est de gérer les nouvelles techniques managériales sans perdre notre âme. Le pouvoir judiciaire
est indépendant dans les décisions qu'il rend. Sinon, il n'est pas. Il est indépendant dans les décisions qu'il rend, mais, et c'est un paradoxe que vous connaissez bien, parce que nous vivons avec depuis que l'État existe, tout indépendant qu'il soit, le pouvoir judiciaire dépend. Il dépend du ministre de la Justice, à tout le moins en ce qui concerne l'organisation de son personnel, de ses budgets, de ses moyens. Alors, par une loi du 18 février 2014, qu'on appelle parfois la Turtelouette, ça vous rappelle le nom du ministre qui était à la justice à l'époque, le gouvernement a entendu mettre fin à ce système traditionnel. Quel système? Eh bien, ce système que nous avons tous connu depuis le début de notre carrière, où il y avait une justice qui était composée d'un côté de magistrats qui faisaient leur travail de magistrats et qu'on laissait tranquilles. Ils étaient voués entièrement à leur travail de magistrats. Et de l'autre côté, on avait un ministère de la Justice qui fournissait au premier l'appui logistique et financier qui était nécessaire. Et j'ai connu ce système. Et j'étais heureux dans ce système. Eh bien, ce n'est plus comme cela. La gestion matérielle et personnelle des cours et tribunaux, l'avenir nous dira si c'est bien ou si c'est mal, la gestion matérielle et personnelle des cours et tribunaux n'appartiendra plus au ministère de la Justice, mais aux juridictions elles-mêmes. L'État leur attribuera aux cours et tribunaux une enveloppe financière qui sera répartie entre les différentes entités, entre les différents tribunaux, entre les différents parquets ou auditorat, et les entités et les organes de gestion créés à cette fin auront à gérer eux-mêmes cette manne financière, cette enveloppe. Naturellement, ceci va de pair avec des mécanismes de contrôle. Vous comprenez bien, me disait M. Gaines, qu'on ne va pas vous donner 1 milliard d'euros sans regarder de près l'usage que vous allez en faire. Pour arriver à transférer aux juridictions elles-mêmes le fardeau de leur propre gestion, on a imaginé de créer 2 collèges de gestion. Un qu'on appelle le collège du siège, le collège des cours et tribunaux, et l'autre qu'on appelle le collège du ministère public. 2 collèges. Ce sont des collèges, ce sont des organes de gestion. Ce ne sont pas des nouvelles juridictions, ce sont des organes de gestion. Ces 2 collèges devront conclure avec le ministre de la Justice des contrats de gestion. Les contrats de gestion, c'est une figure juridique qui est empruntée à la loi sur les entreprises publiques autonomes. Ces contrats seront assortis d'un engagement de résultat sur la base duquel le personnel et les moyens seront attribués. Les collèges devront ensuite déterminer, en concertation avec les différentes entités qu'ils devront gérer, eh bien, devront déterminer la manière dont on répartira, la manière dont on partagera le gâteau, la manière dont on partagera les moyens obtenus. Est-ce que la magistrature avait demandé ce système? Je ne crois pas. Vous savez qui a demandé ce système? Ce système est demandé, je pense, dans le rapport de la commission Dutroux, en 1997. Je crois que c'est là qu'on voit pour la première fois l'affirmation que pour faire progresser la justice, il faut lui permettre de gérer elle-même les moyens qui lui seront alloués. Mais soit, même si elle ne l'a pas demandé, je pense que la magistrature ne s'oppose pas à ce transfert d'une autonomie de gestion. D'ailleurs, ce serait difficile de s'y opposer parce que c'est une lame de fond. Elle s'observe dans tous les pays de l'Union européenne. Partout cela s'observe. Et puis après tout, il est possible
que cette autonomie s'accompagne d'une utilisation plus rationnelle des moyens disponibles. C'est vrai que quand c'est l'État qui paye, c'est loin, on ne fait pas très attention. Mais quand la chose se rapproche, que la dépense se rapproche, peut-être qu'on est plus responsable. Mais ce qui inquiète un peu, voyez-vous, c'est la liaison qui est faite entre les moyens et des objectifs chiffrés, dont la réalisation est plus ou moins obligatoire. Des objectifs chiffrés, mais quels objectifs? Quels peuvent être ces objectifs dont on vous dit atteignez-les si vous voulez obtenir tel type de ressources? Quels sont ces objectifs? La loi, dans sa version actuelle, ne le dit pas. On comprend simplement que ce qui est visé, c'est de l'ordre du quantifiable. Ce qui est visé, c'est de faire du chiffre. Ce sont les jugements, ce sont les arrêts, ce sont les citations, ce sont les réquisitoires qui entrent dans une comptabilité, qui deviennent des produits. C'est leur nombre qui est important, parce que c'est leur nombre qui va déterminer qui aura quelle part dans cette fameuse enveloppe. Alors la qualité juridique, la qualité humaine d'une décision, elle, est-ce que vous savez la faire entrer dans les paramètres mesurables d'un programme de gestion? C'est pas facile. Et donc vous voyez le risque que cette réforme fait peser, et c'est ce que nous disons au gouvernement, le risque que cette réforme fait peser sur l'administration de la justice en termes qualitatifs. Un autre sujet d'inquiétude réside dans ce que certains magistrats ressentent, à tort ou à raison, comme une immixtion de l'exécutif dans la gestion qu'il concède, un peu, si vous voulez, comme si le gouvernement reprenait d'une main l'autonomie qu'il dit accorder de l'autre. La loi du 18 février 2014 prévoit la présence de commissaires de gouvernement dans les fameux collèges dont je vous ai parlé. Cette loi crée également des mécanismes de tutelle, tutelle de substitution et tutelle d'annulation. Le Conseil de l'Europe, lui, le Conseil de l'Europe est très attaché à l'indépendance de la justice parce qu'il y voit un marqueur de la démocratie. Eh bien, le Conseil de l'Europe, au nom de cette indépendance nécessaire, nous met en garde contre des mécanismes de contrôle qui, sous prétexte de surveiller la gestion, pourraient ou risqueraient d'aboutir à une mise au pas de la fonction de juger. Alors cette réforme dont je vous parle et qui est en pleine discussion, c'est en pleine discussion. Cette autonomie de gestion, cette réforme aussi du paysage judiciaire avec une mobilité plus grande des magistrats nommés dans des ressorts territoriaux plus vastes, la réussite de cette réforme dépendra notamment de la sincérité du financement envisagé. Il est sûr que si l'objectif du gouvernement est simplement de décentraliser la pauvreté, le justiciable n'y gagnera rien. La justice est un peu comme l'armée. Vous ne devez pas attendre de nos troupes qu'elles accomplissent leur mission de maintien de la paix si les unités sont dépeuplées et qu'elles ne reçoivent pas le matériel nécessaire pour s'entraîner. Vous savez qu'en 1940, à la veille de l'invasion allemande, les soldats belges disposaient de 2 cartouches par homme et par semaine. Si la justice est mise à la même portion congrue, eh bien ce sera difficile de faire de l'autonomie de gestion un très grand progrès. C'est la raison pour laquelle nous pensons, et j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant cela, nous pensons que la modernisation de la gestion des cours et tribunaux va de pair avec un financement de la justice à prix coûtant. Sinon, c'est un leurre.
Alors j'ai dit un mot, je vais m'acheminer rapidement vers la conclusion. Je vous ai dit un mot d'un deuxième volet de la réforme qui est la modification, la création d'un nouveau paysage judiciaire. Je précise un petit peu ce dont il s'agit. Nous sommes passés d'un pays où il y avait 27 arrondissements judiciaires à 12. Donc il n'y a plus qu'un arrondissement par province, plus un pour Eupen, plus un pour Bruxelles, ça en fait 12. L'idée du gouvernement, eh bien, c'est que l'élargissement d'échelle présentera des avantages en termes de gestion, en termes de personnel, en termes de budget et de services aux citoyens. Les magistrats sont désormais nommés au niveau du nouvel arrondissement judiciaire, donc sur un territoire plus vaste, qui correspond pratiquement à la province. Vous avez par exemple le tribunal de première instance du Limbourg, qui regroupe Hasselt et Tongres. Le magistrat est nommé donc à une plus grande échelle. Par conséquent, eh bien, on peut le déplacer sans enfreindre la garantie constitutionnelle de l'inamovibilité. Autrefois, un juge qui était nommé à Tongres ne pouvait pas être déplacé sans son consentement à Hasselt. Eh bien, aujourd'hui, le président du tribunal du Limbourg peut décider d'envoyer ses juges d'un tribunal, d'une ville plutôt, à l'autre. Alors cette mobilité a quelque chose de très moderne, c'est la flexibilité, ça a l'air d'être un progrès, et c'est un progrès, bien sûr, pour autant que les cadres soient complets. Or, ils le sont rarement. Sur les 652 magistrats de parquet prévus au cadre pour l'ensemble du pays, sur les 652 magistrats de parquet qui sont prévus au cadre, une moyenne de 11,5% des postes ne sont pas pourvus. C'est en Hainaut qu'on souffre le plus. Mais aussi, ai-je appris récemment, dans la province du Luxembourg, la situation là est très tendue. Il manque en moyenne 20% de l'effectif. C'est énorme. C'est énorme. Alors le pouvoir qui est donné au chef de corps des nouveaux grands tribunaux de déplacer des magistrats de parquet, de déplacer des juges, si ce pouvoir n'est qu'un pouvoir de déplacer la pénurie, si le pouvoir de boucher un trou, eh bien, ça n'est possible qu'à la condition de créer un trou ailleurs. Je repose la question, on ne voit pas très bien où est le progrès. Et puis, dans ces déplacements de juges, il faut faire attention aussi à une autre chose, c'est qu'il ne faut pas créer tout de même l'impression que ce déplacement est en réalité une mesure de rétorsion par rapport à un juge dont la jurisprudence déplaît, ou encore une espèce de mesure disciplinaire déguisée. Avant que la loi ne la relativise, l'inamovibilité du juge était une garantie constitutionnelle absolue. Alors faut-il parler à l'imparfait? Permettez-moi de conclure en vous livrant 3 articles de mon credo. Premier article, les cadres de la magistrature et de son personnel doivent être, selon moi, je persiste et je signe, ces cadres doivent être fixés en toute transparence par la loi. Par la loi, c'est-à-dire par une règle qui a été délibérée, qui a été votée, une règle qui est prévisible, qui est visible, qui est sûre, qui est transparente. Par la loi, donc pas par l'exécutif, pas par l'inspection des finances, pas par l'administration, et même pas par l'autorité judiciaire elle-même, par la loi. Le deuxième article de mon credo, je vous l'ai déjà annoncé, la décentralisation de la gestion des cours et tribunaux ne peut pas se réduire à n'être qu'un transfert de la pénurie, de la misère. La justice doit être financée à prix coûtant. Nous n'en démordrons pas. Nous ne voulons pas de l'enveloppe fermée.
La tutelle sur le bon emploi des deniers publics doit appartenir, pensons-nous, au Parlement. Nous ne sommes pas les seuls à le dire d'ailleurs. Vous trouvez cette recommandation dans les travaux de la Commission de Venise et dans la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Le Parlement, pas l'exécutif. Et l'exécutif n'a pas, pensons-nous, à dépêcher ses commissaires dans les organes créés pour la gestion des cours et tribunaux. C'était mon deuxième article. Et le troisième, je continue à penser que l'inamovibilité du juge est un principe à respecter strictement. On ne devrait en aucun cas pouvoir déplacer un magistrat du siège sans son consentement. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, aucun de ces trois articles n'est garanti à l'heure actuelle. Le troisième est actuellement perdu. Le premier est en voie de l'être. Pourtant, c'est de la survivance de ces trois principes que dépend, à mon sens, la réponse à la question de savoir si dans les années qui viennent, il y aura encore un pouvoir judiciaire en Belgique. Merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Joëlle Lancelot, donc moi je suis avocate. J'ai commencé à étudier le droit ici il y a 20 ans, voilà, ça me fait un petit coup de vieux. Après j'ai étudié l'anthropologie et puis après j'ai commencé le barreau il y a 10 ans et la question de l'aspect politique des décisions, des arrêts plutôt de la Cour de cassation est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et la première chose que je voulais faire, c'est tout d'abord vous remercier pour les actes de défense du pouvoir judiciaire que vous posez. J'ai vu aussi Madame Cadelli dans l'Assemblée. Et c'est vrai qu'au niveau du barreau, on est plutôt silencieux. Et c'est vrai que l'état de la justice est catastrophique. Je ne sais pas si ici les étudiants savent que pour des actes de procédure, il faut encore se déplacer pour avoir un cachet pour signer, que des magistrats n'ont pas toujours une adresse mail, qu'il n'y a pas toujours de l'argent pour payer les moteurs de recherche. Il y a un archaïsme dingue. Il y a parfois des jugements qui ne sont même pas scannés alors qu'ils datent de 2012-2013 et donc vous devez passer au tribunal de première instance le matin parce que c'est le moment où on monte les livres. Si vous êtes là l'après-midi, tant pis, il faudra repasser. Et je pense qu'il n'y a aucune administration publique qui soit aussi en retard que celle du pouvoir judiciaire. La deuxième question, en fait, j'avais été interpellée par un discours du Premier Président, donc le pouvoir judiciaire est-il souverain, où effectivement vous soulignez le pouvoir créateur de la Cour de cassation. Et pour moi, vous allez assez loin dans ce pouvoir créateur. Et pour moi, c'est carrément un changement de paradigme par rapport à ce que j'ai appris ici il y a 20 ans. Et la question est de savoir quelles sont les limites de ce pouvoir créateur de la Cour de cassation. Et j'ai un exemple qui est assez frappant, qui est la fameuse jurisprudence Antigone, où, me semble-t-il, la Cour de cassation a opéré, c'est même pas pour moi un revirement de jurisprudence, elle a établi des nouvelles règles de droit qui, même au niveau pénal, ont finalement été avalisées par le législateur. Et dans vos discours, vous le dites assez justement, le principe de base de notre état de droit, c'est la sécurité juridique. Et un des effets collatéraux de cette jurisprudence Antigone, c'est en droit du travail, c'est ma matière de prédilection. Et donc, après avoir ouvert la brèche de cette jurisprudence Antigone en matière pénale, elle s'est ouverte en 2008 en matière de sécurité sociale. Et maintenant, se pose la question de savoir si cette jurisprudence-là s'applique en matière de droit du travail. Et on a eu un colloque au barreau il y a quelques mois à propos de cette question-là. Et en fait,
tous les avocats sont en difficulté par rapport à cette jurisprudence Antigone parce qu'on ne sait plus quoi dire à nos clients. Il y a un recours qui est pendant et on attend l'arrêt qui sera rendu en matière de droit du travail individuel. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne sait plus quoi dire à nos clients. Voilà, moi, j'ai un employeur dont on a volé les relevés de prestations pour, après, aller demander le paiement d'heures supplémentaires. Avant Antigone, on aurait dit c'est une pièce qui est le produit d'un vol, c'est écarté. Maintenant, on se dit bah, ça dépend un peu du juge. Ça dépend s'il va appliquer Antigone ou pas. Et s'il applique Antigone, comment est-ce qu'il va appliquer les 4 critères que vous avez en tant que cours de... Voilà. Mais ici, c'est un pouvoir créateur qui, pour moi, va quand même très très loin, puisqu'on n'est pas dans le cas d'une interprétation. Il n'y avait pas de doute avant. Les choses étaient très très claires. Donc ici... Nous, en tant qu'avocats, c'est très très compliqué d'expliquer aux clients où... voilà, il y a beaucoup de conversations maintenant qui sont enregistrées. Vous avez des personnes qui seront licenciées qui, avec leur téléphone, vont enregistrer les conversations intervenues lors des licenciements. L'employeur va reconnaître des choses qui sont dues. Qu'est-ce que je peux dire à mes clients? Bah oui, est-ce qu'on produit ou pas? Si on produit, est-ce que ça va être écarté des débats ou pas? Donc, c'est des questions qui... Oui, oui, après voilà. Et alors, j'ai presque fini. Donc, l'effet créateur de droit ici a eu l'effet pervers de créer de l'insécurité juridique qui est, sauf erreur, contraire à l'état de droit. Et le dernier volet de ma question, après je vous écouterai avec plaisir, c'est effectivement la question de la légitimité démocratique. Voilà, là où je suis un peu d'accord avec Maître Uitendal, c'est que, vous le disiez même d'ailleurs au début de votre exposé, on ne vous connaît pas. Bon, peut-être que c'était une boutade que vous a fait ce monsieur, mais c'est vrai que avant vos coups d'éclat dans la presse, beaucoup de gens ne vous connaissent pas, vous n'êtes pas élu. Et au final, il faut quand même reconnaître que le pouvoir judiciaire dont je fais partie en tant que contre-pouvoir au barreau reste quand même quelque part attribué à une élite sociale, puisque ne fût-ce que pour arriver au barreau en commençant à 1 700 € brut, si vous n'avez pas voilà, une famille pour vous aider et que vous ne venez pas d'une certaine famille, enfin d'une certaine classe sociale, ben, toujours est-il qu'au final, le pouvoir judiciaire, voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre question, madame. Alors, je vais y répondre en 3 temps. Tout d'abord, en ce qui concerne les archaïsmes que vous relevez dans votre pratique. Oui, il y en a beaucoup, vous avez raison de les soulever, mais je voudrais quand même un tout petit peu relativiser, ne fût-ce que pour rassurer les futurs avocats et les étudiants qui un jour, je l'espère, nous rejoindront. Bon, c'est quand même pas la préhistoire. Madame Onkelings croyait il y a quelques années qu'on rendait nos arrêts en latin. Ce n'est pas vrai. Hein. Et l'informatique, elle est dans... Il n'y a pas un palais de justice qui n'est pas câblé avec de l'informatique. Il n'y a pas un magistrat, je pense, qui utilise un ordinateur avec une connexion Internet. Il y a des banques juridiques, enfin des banques de données qui sont équipées de moteurs de recherche. Bon, bah, ça peut encore progresser, mais enfin, on peut déjà trouver énormément de renseignements. Il y a des programmes qui se mettent en route. Le problème de l'informatique et du judiciaire, je pense, c'est pas tellement un manque d'informatique, c'est un petit peu que chaque juridiction a tendance à développer ses applications et que l'interconnectivité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais il y a beaucoup de projets qui sont en route. On va mettre au point bientôt, on va développer une application qui porte le nom très poétique de VAJA, Vonis en arrest, jugement et arrêt, hein, dans lequel on va mettre toutes les décisions, on va mettre un moteur de recherche, on va pouvoir... J'attends cet outil parce que ça va permettre notamment au juge de cassation qui doit statuer sur une décision, de rechercher si cette décision est singulière ou bien si elle correspond à une lame de fond. Donc il y a des choses qui se passent, on n'est pas sans rien, n'exagérons quand même pas, mais il y a beaucoup de progrès à faire. Alors les limites de l'effet créateur, de la fonction créative, quelles sont les limites? Donc la Cour, effectivement, la Cour de cassation donc a un rôle créateur, créatif, ça c'est vrai, très fort, hein, oui, et vous pouvez trouver que ça va loin, et vous prenez l'exemple d'Antigone. Mais bon, c'est un bel exemple, Antigone, c'est un magnifique exemple.
Mais je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est Antigone. Hein. On ne parle pas de la fille du roi Créon. Hein. On parle d'une opération de police à Anvers. Et il y avait une nullité dans la perquisition, et donc tout s'effondrait. Mais Antigone, vous ne l'avez pas rappelé, fait suite à une longue histoire de la procédure pénale. Et une longue histoire qui est une histoire de la jurisprudence. Et c'est aussi la jurisprudence qui décidait que dans telle ou telle irrégularité, eh bien, il fallait jeter la preuve. Il fallait jeter la preuve. Et on était arrivé à une impasse. Et c'est toute la famille judiciaire pénale qui se demandait quoi faire. Parce que, aussi peut-être un petit peu sous l'effet des contestations, des plaideurs, on en arrivait à un formalisme qui aboutissait, qui devenait révoltant. Je ne suis pas ici en train de justifier la jurisprudence Antigone, mais j'essaye de dire que ce rôle créateur de la Cour, il est situé, il est daté, il s'inscrit dans une histoire. La Cour, c'est pas comme ça tout d'un coup, la Cour de cassation qui dit « Ah, Antigone !» Non, c'est le fruit de quelque chose qui a pu être ressenti parfois comme abusif. Hein. Et donc on réfléchit, on tâtonne. Longtemps, la Cour a été extrêmement légaliste au niveau de la perquisition. C'est la Cour de cassation elle-même qui, un jour, dans les années 20, a dit « Si la perquisition n'a pas été ordonnée par le magistrat compétent, eh bien elle est nulle. » C'est l'arrêt de la Cour de cassation. Bon. Et donc ce qu'elle a fait, elle peut le défaire, la Cour de cassation. Et le problème du législateur, c'est que le législateur ne nous disait pas quoi faire quand la preuve est irrégulière. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une preuve irrégulière? Ça peut être une irrégularité flagrante. On a obtenu des aveux en vous tapant dessus. C'est évident qu'on ne peut pas utiliser un aveu comme cela. Mais il y a des imperfections beaucoup plus légères, beaucoup plus formelles. Est-ce qu'il fallait alors jeter la preuve? Vous imaginez une affaire comme l'affaire Dutroux, est-ce qu'il faut jeter la preuve parce que le policier n'avait pas ses gants ou qu'il lui manquait un bouton à sa veste au moment où il adressait le procès-verbal? Vous comprenez le genre d'abus où on peut arriver. Et donc tout ça se situe dans une histoire. Hein. Et puis, la Cour de cassation, bien sûr, elle est un juge. Et en Belgique, les juges sont avant tout astreints au respect de la loi. Donc la première limite, je dirais que c'est la loi. In claris non fit interpretatio. Hein, le juge n'interprète pas une loi claire. Et si la loi est claire et que les travaux préparatoires disent le contraire de la loi, on n'allait pas puiser dans les travaux préparatoires pour faire dire à la loi le contraire de ce qu'elle est. La magistrature, convenez-en, maître, la magistrature belge, je crois on peut le dire, est très légaliste, très respectueuse. C'est vraiment, on cherche vraiment ce que le législateur a voulu dire. C'est pour ça que la crainte de M. Ettenal, je ne la partage pas. Je n'ai jamais vu de juge prenant des libertés énormes avec la loi. Ça arrive, alors on le casse. C'est pour ça qu'il y a une Cour de cassation. Et alors, admirer le système de la Cour de cassation, il est superbe. Pour vous montrer comme on est prudent quand nous cassons, nous lui disons, nous cassons, mais c'est peut-être nous qui nous trompons. Et donc le juge à qui nous renvoyons l'affaire, il n'est pas obligé de suivre l'arrêt de la Cour. C'est aussi une limite du pouvoir créateur de la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est cette merveilleuse faculté qui est laissée au juge du fond, le juge de renvoi, qui peut dire « Non, moi je ne suis pas d'accord, c'est ce que la Cour de cassation dit. » C'est rare, il y a peu de pays où ça existe. Et peut-être que ça va disparaître. Parce qu'on est toujours dans cette optique d'économie procédurale. Et il faut aller plus vite. Et pourquoi ne pas tout de suite dire à ce juge de renvoi « Eh bien, tu obéiras à mon arrêt de cassation. » Non, il a la faculté de s'en affranchir. Avec la possibilité d'une deuxième cassation et donc d'un dialogue des juges. Et tout ça prend du temps et tout ça coûte cher, c'est vrai. Mais c'est une limite. C'est une limite. Une autre limite, c'est le droit international. C'est le rôle de la Cour constitutionnelle, le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Combien de fois avons-nous validé ce qui a ensuite été condamné par la Cour européenne? Combien de fois la Belgique n'est-elle pas condamnée? Pas plus que d'autres pays, mais tout de même. Donc la censure de cette Cour européenne, elle est là. Alors qui censure le censeur? Qui censure la Cour de Strasbourg? Ça, je ne sais pas. C'est un autre débat. La Cour de Luxembourg également. Donc la Cour de cassation n'est pas toute seule, elle est limitée, elle est encadrée par une histoire, elle est encadrée par une jurisprudence, elle est encadrée par des avocats.
Les avocats... Parce que les beaux moyens, mais si, les beaux moyens, les beaux pouvoirs, c'est quand même les avocats qui le font. On fait ça tous ensemble. On n'est pas tous seuls. Les juges ça, je du crois que fond. c'est une limite. Les juges du fond. Antigone vient du fond. Tout le Et monde. Antigone vient du fond, ça vient de la cour d'appel d'Anvers. Voilà, donc ça c'est une réponse à votre le deuxième volet. Et pour la légitimité démocratique, les juges ne sont pas élus, non, bien entendu. Mais ce que moi je pense, et je ne l'ai pas inventé, je trouve ça dans les Mercuriales de Jacques Velu et d'Ernest Prim, et également dans les ouvrages d'un écrivain français qui s'appelle Antoine Garapon, où il dit que le juge a une légitimité démocratique, il ne vient pas d'élection, non, il n'est pas élu, mais sa légitimité, c'est qu'il est investi du pouvoir de dire le droit, c'est-à-dire de faire sortir dans un dossier ce que l'on pense être la volonté de la nation. C'est quand même de la nation que les pouvoirs émanent. Donc s'il y a un pouvoir judiciaire, ce pouvoir vient de la nation. C'est ça qu'on veut dire. Mais le dernier mot appartient bien entendu au législateur, ça, tout le monde en convient. Donc le coup d'État feutré, non. Et souligner peut-être pour les étudiants, pour certains étudiants, que le processus de nomination des juges à tous les étages de l'appareil judiciaire a été réellement amélioré, objectivé. Oui. Il n'y a plus d'intervention politique d'un homme politique auprès du ministre de la Justice pour faire nommer son protégé, comme on le disait dans les lettres que l'on trouvait encore il y a une vingtaine d'années. Totalement. Même si l'œuvre du Conseil supérieur de la justice peut encore être améliorée. Monsieur le Premier Président, Pierre Lambillon, juge à la Cour du travail de Liège. Vous dire que j'adhère en tout point à votre exposé, c'est peu dire. La justice n'est pas une marchandise. Elle risque de le devenir de plus en plus. Il nous faut du temps pour prendre nos décisions. Nous l'avons de moins en moins. Vous avez dit, au terme de votre analyse, qu'il faut aussi l'éthique. Ça nécessite du temps et de la réflexion. Vous nous avez posé deux obligations, deux défis. Il nous faut survivre. Pour survivre, on survit. On vivote. On essaie tant bien que mal, avec les moyens du bord, de parer aux urgences. Et on doit choisir entre les urgences. Il nous faut gérer. Oui, on gère. On gère comme on peut. Je disais il y a 2 minutes que la justice n'est pas une marchandise. La charge de travail est mesurée en fonction des produits que nous gérons. Dans notre juridiction, la mesure de la charge de travail qui a été effectuée l'année dernière aboutit au calcul que nous devrions être 14 pour remplir notre fonction correctement. Le cadre prévoit 10. Nous sommes 9, 90% comme l'a dit notre ministre, Contralegen. En réalité, nous sommes 8, parce qu'il y a un malade de longue durée qui n'est pas remplacé. Alors je voudrais vous poser la question de savoir s'il ne faudrait pas une troisième obligation. Il nous faut résister, Monsieur le Premier Président. Il nous faut résister à cette entreprise lente de sape de l'institution judiciaire parce qu'on l'asphyxie, parce qu'on la prive de ses moyens et parce que si l'on y prend garde, cette justice va devenir, elle devient déjà dans certains cas une justice de classe. Alors, ma question c'est, nous avons le 20 mars lancé avec vous, derrière vous, un signal d'alerte. Vous avez dit très justement que c'était le dernier. Plus rien ne s'est passé ensuite, en tout cas du côté du pouvoir. Il a été question, au terme d'une longue mobilisation, de faire la grève. On a renoncé à la dernière minute pour des motifs sur lesquels je ne m'étendrai pas. J'ai regardé l'émission au journal télévisé où vous avez eu des mots très forts, très durs et très justes. Alors ma question, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un terme au discours et de passer aux actions? Lesquelles? Ça, c'est une autre question. La grève n'est sans doute pas dans la culture de la magistrature.
Mais sans doute faut-il réfléchir à des moyens d'action pour montrer que ce pouvoir, il en est un. Parce qu'un pouvoir qui ne s'exerce plus n'est plus un pouvoir. Merci. Non, sur la question de l'action, oui. Mais ce soir, oui. C'est déjà ce sont déjà des actes. Je vous remercie, chers collègues, pour votre intervention et pour l'adhésion dont elle témoigne. Je crois qu'on est assez bien sur la même longueur d'onde. Alors, la résistance, c'est difficile, hein. Je fais confiance aux associations professionnelles pour trouver le mode d'action. Je ne fais partie d'aucune association professionnelle. J'occupe le poste que vous savez et qui me donne la chance de rencontrer beaucoup de collègues, d'entendre ce qui se passe, de me rendre compte qu'on est assez inégaux dans la pauvreté. Certains s'en sortent, d'autres moins bien. Je viens de valider avec le comité d'accompagnement la mesure de la charge de travail pour les tribunaux de commerce. Entre les tribunaux de commerce et les cours du travail, la différence est considérable. Les tribunaux de commerce, avec les nouvelles compétences en matière la loi sur le juge naturel, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 15%, c'est entre 39 et 45% du personnel qui leur manque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Bon, je crois que c'est à chaque chef de corps de prendre les mesures qu'il estime compatibles avec le souci du justiciable et le souci de maintenir la dignité des conditions du travail de la juridiction. Pour la Cour de cassation, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Vous avez parlé de la grève, j'y répugne totalement, parce que je crois que si la magistrature se lançait dans une action pareille, eh bien, elle cesserait immédiatement de pouvoir être considérée comme un pouvoir constitué. Un pouvoir constitué ne fait pas la grève. Le gouvernement ne fait pas la grève, le Parlement ne fait pas la grève. Eh bien, la justice ne fait pas la grève non plus. Et si elle le fait, eh bien, c'est qu'elle se considère comme rien de plus finalement que des fonctionnaires, ce à quoi précisément le gouvernement entend réduire la justice. Donc ne tombons pas dans le panneau. Ne tombons pas dans le panneau. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a renoncé à ce moyen d'action suprême, on est un petit peu les bras ballants. Je ne sais pas. Je vous avoue ma perplexité. Si j'avais la recette, je vous la donnerais bien volontiers. Ce que nous essayons de faire à notre modeste échelon, c'est en tout cas de ne pas rompre le contact, de continuer à voir le gouvernement, puisque c'est avec le gouvernement que se négocie, se discute la mise en œuvre des lois sur l'autonomie de gestion. Alors, en ce qui concerne la Cour de cassation, nous obtenons quand même certaines choses. Donc, si nous obtenons certaines choses, eh bien, nous espérons que les cours et tribunaux les obtiendront aussi. Nous essayons en tout cas d'être solidaires avec les cours et tribunaux, donc de ne pas tirer notre épingle du jeu. Nous avons obtenu du gouvernement, que cette fameuse autonomie de gestion que nous n'avons pas demandée, mais qui va nous arriver, que nous le voulions ou non, nous avons obtenu qu'elle prenne la forme d'une dotation avec une certaine fongibilité des crédits. Nous avons obtenu, parce que le ministre, il allait loin, il voulait nous transformer en parastatal de type B. On lui a dit non. On lui a dit la Cour de cassation, ce n'est pas l'Office national du lait, ce n'est pas le Théâtre royal de la monnaie. On ne veut pas être un parastatal de type B. On veut rester la Cour de cassation. Il avait d'autres projets. Il voulait nous transformer en juridiction composée de 10 chambres à 3 conseillers. On est 30, hein. Il voulait faire de nous 10 chambres à 3 conseillers. Mais je dis, mais monsieur le ministre, si vous faites 10 chambres à 3 conseillers, la jurisprudence de la Cour de cassation, elle va partir dans toutes les directions. J'ai mis 1 heure pour lui expliquer. Mais il a compris. Enfin, je touche du bois. Il a compris. Donc, je crois à la vertu, malgré tout, parce que je n'ai que ça, je crois à la vertu du dialogue, du contact, de l'explication, de la pédagogie, ne pas s'énerver, faire attention à ne pas utiliser des mots qui dépassent notre pensée, parce que ça, voilà, hein, voilà, je crois que c'est peu de choses, j'ai peu de choses à vous proposer, mais je crois à cela.
pas la grève en tout cas. Peut-être une petite période d'impossibilité de juger. Je crois qu'il y a des doigts qui se lèvent. Vous ne serez pas me lever, s'il vous plaît. Je vais rester assise. Ça convient à un magistrat assis. Donc je me réjouis de l'unanimité du constat. Le constat est unanime, ça fait 3 ans. Je me souviens, je en parlais avec Jacques Anglebert il y a un instant. Il y a 3-4 ans, quand l'ASM s'est levée contre la loi mobilité. Pour les étudiants, l'ASM. Oui, l'ASM, l'Association syndicale des magistrats, vous vous inscrivez dès la sortie. Vous êtes moins bloqué. C'est une association qui va progressant et nous serons bientôt des millions. Donc, l'association syndicale des magistrats s'est levée il y a 4 ans contre la loi mobilité, précisément à cause de la perte de garantie d'indépendance et de la possibilité de pression sur les fortes têtes, sur les indépendants, un peu plus indépendants que les autres, ou en tout cas avec une carrure un peu plus visible. On m'a rayonné il y a 4 ans. Et les gens m'ont dit, tu dois savoir qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, il est bien qu'on ait des places et qu'ils aillent aider là où il y a besoin. Je suis ravie actuellement de l'unanimité du constat et de l'unanimité des revendications. Très immodestement, j'y vois une victoire idéologique de l'ASM. Mais ça n'engage que moi. Par contre, vous dites, nous n'en démordrons pas. Vos trois prescriptions sur lesquelles évidemment on est tous d'accord, et ça c'est merveilleux que idéologiquement il y ait cette unanimité, parce que c'est un travail et ça n'était pas le cas précédemment. Vous dites, nous n'en démordrons pas, nous avons fait le 20 mars, nous avons fait le 7 juin, et chaque fois nous disons attention, nous allons nous fâcher très fort. Mais je crois qu'en face, sérieusement, on se tape sur les cuisses de rire, 1, et 2, on reçoit en colloque singulier, vous l'avez dit, nous obtenons certaines choses et j'espère que d'autres chefs de corps vont obtenir aussi certaines choses. Et moi, je peux vous dire quels sont les chefs de corps qui obtiennent certaines choses. Je peux vous décrire le profil idéologique et politique. C'est une chose. Donc, on dit il faut résister, ce n'est pas facile. Je crois que la magistrature ne forme pas un corps. Alors, nous sommes sur papier et à la suite du vœu du constituant un pouvoir judiciaire, mais nous n'avons pas été à la hauteur, nous-mêmes, du vœu du constituant. Pourquoi? Je vous l'ai écrit. Nous n'avons pas le sens de la camaraderie et de la fraternité qui a permis à la résistance de sauver et de restaurer l'idée de la nation française en 1940-40. Nous n'avons pas ça. Nous sommes, nos chefs de corps sont rivés, empistés au bénéfice et sur les atouts que ça leur procure de la hiérarchie. Et donc vont, parce qu'ils ont peur pour eux, parce qu'ils savent bien qu'ils vont être jugés sur leurs résultats, ils vont négocier chez le ministre qui ne demande que ça, qui leur fait ses yeux de chat, et qui leur donne de temps en temps certaines choses. Oui, alors on va nommer en effet 3 substituts à Namur. Dans le Hainaut, non. Parce que le Hainaut, on sait bien qui est à la tête du Hainaut, on n'a pas la carte. C'est ça la réalité. Nous n'avons pas réussi. Nous sommes tous d'accord sur le constat et le diagnostic. Nous savons tous ce que nous voulons, pas pour nous, pour la démocratie belge et pour le justiciable. Mais nous sommes incapables de l'obtenir parce que nous ne formons pas un corps et que nous sommes clivés entre nos chefs de corps, la base. Et alors, ne parlons pas du personnel. On vient d'interdire le télétravail à Namur. Les greffiers ne peuvent plus faire de télétravail. À Bruxelles, il n'y a pas un greffier qui est au palais en dehors de ses audiences. À Namur, ils doivent maintenant travailler tous les jours, de 8h30 à 16h, 17h, sous des néons qui clignotent, avec les plafonds qui sont noirs et l'amiante dans les sols. Donc voilà, il y a donc une lacune dysfonctionnelle, un problème de mentalité, un problème de culture. De solidarité. De solidarité. Merci, Madame Cadeli. Non, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit, vous avez le profil d'un Charles de Gaulle pour la magistrature. Vous avez une force symbolique. Oui, vous avez une force symbolique Oui, et littéraire. On va... Donc vous êtes charismatique. Alors, on va peut-être grouper, c'est vrai. On va peut-être grouper votre question, si vous le permettez, Madame Cadeli, avec
avec la vôtre, madame. Présentez-vous, je vous en prie. Marie-Maurice, magistrat, monsieur le Premier Président, je vous remercie d'avoir soutenu cette idée magnifique qu'est la justice en tant que garant de l'État démocratique. Que faisons-nous? C'est vrai que j'entends la réflexion, le ministre se tape sur les cuisses parce qu'on va se fâcher très fort, on ne fait jamais rien. Peut-être une petite suggestion, c'est vrai que je ne vois pas un magistrat descendre dans la rue et faire grève, mais sauf erreur de ma part, je pense que actuellement le fondement de l'Union européenne a été modifié. L'Union européenne se fonde depuis le traité d'Amsterdam sur le respect de l'État démocratique et le respect des droits de l'homme, tel que défini par la Convention européenne des droits de l'homme. Et il y a des instruments au niveau de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux. Si je parle de ça, c'est parce que le droit communautaire offre, à mon sens, une alternative, qui est l'action en manquement contre un État. La magistrature, en tant que garante de la démocratie, en tant que troisième pouvoir, au même pied d'égalité que le Parlement ou l'exécutif, constate qu'elle est en train d'être muselée par l'exécutif, et c'est donc apparemment la volonté que le Parlement ne fait rien. Alors, il y aurait peut-être, à mon avis, lieu de lancer l'idée que la magistrature a l'obligation, a le devoir de sauvegarder le pouvoir judiciaire pour garantir l'État démocratique. Et dès lors que le Parlement ne semble pas être à la mesure de le faire, il y a peut-être un tir à creuser au niveau du droit européen. Je vous remercie. Merci, madame Maurice. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame le conseiller. Peut-être Oui, mais je vais peut-être grouper ces deux questions. hasarder quelques mots de réponse. Ouais. Madame Cadelli, je vous connais quand même un petit peu, mais je connais votre enthousiasme, mais je me demande si vous n'avez pas une vue un peu trop sombre de la réalité. Je ne crois pas que le ministre se moque. Je ne pense pas. Je commence aussi un peu à le connaître. Je ne pense pas. Évidemment, c'est peut-être pour vous un peu difficile de vous en rendre compte, mais je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici avec l'impression que rien ne se passe ou que cela se passe de façon indue, à la manière de gens qui se rencontreraient entre amis pour arranger des choses qui conviendraient à certains et pas à d'autres. C'est en tout cas pas la réalité que moi je vis. La réalité que moi je vis, c'est celle des deux collèges dont je vous ai parlé, qui sont tous sauf des enfants de cœur. Hein. Donc le collège du ministère public et le collège des cours et tribunaux, l'un qui est composé des 5 procureurs généraux, du procureur fédéral, des 3 procureurs du roi, un auditeur du travail, l'autre qui est composé de 3 premiers présidents de cour d'appel, un premier président de cour du travail, des présidents de tribunaux de première instance. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur et partagent en fait vos idées, même s'ils ne partagent pas votre vocabulaire, ils partagent, enfin, je veux dire, ils s'expriment peut-être autrement, mais sur le fond, ils ne sont pas du tout éloignés de ce que vous pensez. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a quand même un travail de fond qui se fait et que pour l'instant, cette fameuse Turtelhouette, la loi Turtelbaum, contre laquelle on a vainement plaidé devant la Cour constitutionnelle, parce qu'il faut le rappeler aussi, la Cour constitutionnelle n'a pas invalidé tout ça. Hein. Le recours juridictionnel a été exercé et n'a pas abouti. Et ça, évidemment, c'est très ennuyeux parce que ça renforce. Mais en attendant, cette loi Turtelbaum, qui contient des dispositions que je trouve également insupportables, en attendant, elle est lettre morte jusqu'à présent. Elle n'est pas mise en œuvre. Et donc, il ne faut quand même pas complètement désespérer et se dire il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est bon. Non, je pense qu'il y a un travail de fond et j'espère, mais peut-être qu'on va se retrouver d'ici 1 an et qu'on fera un bilan et que ce sera complètement négatif. Je n'en sais rien. Mais il y a un travail de fond, croyez-moi, qui se fait, dans lequel j'ai quand même encore un certain espoir. Il faut garder de l'espoir pour agir, sinon voilà. Voilà, c'est une bien pauvre réponse que je vous fais.
mais en tout cas, je voulais vous dire que, bon, je ne sais pas si la réalité est si sombre que cela. Et pour ce qui est de votre question, ben oui, peut-être qu'il faudra arriver un jour à cet extrême, qui est d'introduire une action en manquement. Ce qui est bien dans votre intervention, c'est que vous rappelez qu'il y a le droit européen. Et je ne l'ai pas assez dit dans mon intervention, mais voilà, vous nous y faites tous songer. Le droit européen est une porte de sortie. J'ai été à Sofia lorsque la Bulgarie présidait le Conseil de l'Europe. C'est rien d'aller à Sofia, non, mais on était tous là. Il y avait la Commission de Venise, il y avait des premiers présidents de toute l'Europe. On expliquait au Conseil de l'Europe ce qu'on vit. Ils savent ça. On leur envoie des rapports, on leur envoie des statistiques, on les prévient. On les prévient. Vous le savez d'ailleurs, parce que je crois que je vous ai transmis une copie de notre rapport. Voilà, la Commission de Venise, la Commission pour la démocratie par le droit, le CEPEJ, le Conseil consultatif des juges européens et l'équivalent pour les procureurs. Il y a tout un travail de sensibilisation qui est fait, donc on n'est pas tout seul. Mais c'est une bataille. Et elle est loin d'être gagnée. Ça, c'est vrai. Voilà, je vous propose d'en terminer par ces derniers mots. Je vous remercie encore, Monsieur le Premier Président. Ce fut grâce à vous une soirée passionnante. Et je remercie aussi tous nos étudiants, tous nos collègues, tous nos amis du Palais de Justice et de l'Université. Merci et bonne soirée à tous. Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat.